Bienvenue sur Info 83. Nous allons débattre aujourd'hui avec nos deux invités de la réforme de la copropriété 2020. Alors donc notre rubrique va s'adresser à tous les propriétaires, aux syndics de copropriété également, avec Madame Véronique Ripper, qui est la directrice de l'UNPI 83 et 13, donc Var et Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour Madame Ripper. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien, je vous remercie. Mais je vous en prie. Et notre seconde invitée qui est donc avocate au barreau de Toulon avec une activité dominante sur l'immobilier, c'est Maître Ève Chaussade. Bonjour. Maître, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Je vais très très bien, je vous remercie. Nous allons donc tout de suite parler de cette réforme de la copropriété qui est intervenue assez récemment, je crois que c'est depuis le 1er juin 2020, la réforme de la copropriété 2020. En quoi consiste cette réforme ? Première question, qu'est-ce qui va changer et qui veut commencer ? Madame Ripper, peut-être ? Oui, volontiers, oui. Je vais peut-être commencer. Alors d'abord, juste une toute petite parenthèse pour savoir ce qu'on représente. On représente donc les propriétaires immobiliers d'une façon générale. On a à peu près 5000 propriétaires immobiliers dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Et on a une fédération à Paris qui, elle, représente à peu près 100 000 propriétaires. Il y a des UNPI, Union nationale de la propriété immobilière, un peu dans tous les départements. Voilà, donc on représente les propriétaires immobiliers, dont les copropriétaires, et ils sont nombreux. Alors il y a des petits copropriétaires, des copropriétaires qui sont dans des petites copropriétés, d'autres dans des grosses copropriétés. Et c'est vrai que la réforme qui est intervenue, enfin il y a eu plusieurs décrets, toute une série de décrets qui sont intervenus et qui ont bouleversé en profondeur, si vous voulez, le régime de la copropriété. Alors d'abord au niveau du syndic, en renforçant les obligations du syndic. Deuxièmement, au niveau du pouvoir du conseil syndical, parce que c'est vrai que le conseil syndical avant avait des pouvoirs, mais assez limités quand même, parce qu'il ne pouvait pas prendre de décision, par exemple. Là, par le biais des délégations, on lui a donné des pouvoirs beaucoup plus accrus. Donc, au niveau du conseil syndical, au niveau des copropriétaires aussi, qui sont peut-être, on leur donne la possibilité de plus s'investir dans leur copropriété. Et il y a aussi le problème des petites copropriétés qui, elles, poser des problèmes, parce que dès qu'on était par exemple deux dans une copropriété, les problèmes étaient insolubles. Et là, si vous voulez, on a donné plus de pouvoir aux copropriétaires majoritaires. Donc je vous écoute. Non, oui. je voulais simplement relever ce que vous aviez dit. Vous avez parlé de bouleversement. Il s'agit d'un véritable gros bouleversement. Alors, je dis que c'est un bouleversement. C'est des aménagements. Alors, c'est à la fois des aménagements, mais un gros bouleversement, parce que vous vous rendez compte que les décrets ne rentrent pas trop dans les détails. Donc, quand il y a un décret qui prend une mesure, on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a par derrière cette mesure et de tout ce qui n'a pas été prévu par la mesure. Et c'est là, si vous voulez, où ça bouleverse la copropriété. Enfin, vous verrez, Maître Chaussade va peut-être vous expliquer grosso modo la réforme, parce que ne serait-ce que, par exemple, il y a actuellement, si vous voulez, on donne tous les pouvoirs au syndic jusqu'à la fin du mois de janvier 2021 pour organiser des assemblées générales, parce qu'on ne peut pas les faire en direct, surtout pour les grosses copropriétés où les rassemblements sont interdits. Donc, si vous voulez, on n'a pas prévu, ne serait-ce que ça, on n'a pas prévu comment désigner le président du syndic. Quand le syndic prend l'initiative, et qu'il a la possibilité de le faire, de prendre l'initiative, de ne faire la réunion de copropriété que par vote par correspondance. On peut pas. Alors, il y a toute une série, si vous voulez, de détails qui ne sont pas prévus dans les textes et qui finalement ont abouti à un bouleversement des règles de la copropriété. On va préciser quand même que cette réforme, elle prend son origine avant la crise du Covid. Oui, elle prend son origine quand même avant la crise de la copropriété. Il y avait quand même toute une série de décrets qui étaient intervenus et qui avaient changé pas mal de choses. Alors, je vais peut-être passer la parole à Maître Chaussade, qui, elle, verra peut-être de façon plus globale. Faites comme chez vous, Véronique. De façon plus globale, vous verrez. Qu'est-ce qui va changer justement dans cette réforme de la copropriété ? Alors, dans cette réforme de la copropriété, déjà, elle était prévue depuis la loi Elan. C'est une loi qui est intervenue en fin 2018. Et cette réforme, elle était très attendue depuis de nombreuses années, puisqu'il faut savoir que la loi sur la copropriété remonte à 1965, avec un décret d'application en 67. On a des mesures qui sont intervenues a posteriori, mais c'est quand même très ancien. Elle était plus adaptée. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de règles qui vont entrer en vigueur, qui sont entrées en vigueur au 1er juin 2020, d'autres qui vont entrer en vigueur en décembre 2020. Cette loi, elle va toucher, si vous voulez, la mission du syndic. On va apporter un certain nombre de précisions pratiques
à concrètement ce que doit faire le syndic. On va renforcer ses obligations. Alors, il y a divers points, hein, on peut entrer dans le détail. Sur la conservation des archives, c'était une question qui était notamment, il y avait pas mal de contentieux à ce sujet-là. Donc, le syndic a l'obligation de transmettre les archives en cas de changement de syndic dans Parce que un ça délai. n'était pas fait mécaniquement avant. Non, c'est surtout qu'il n'y avait pas véritablement de délai, pas de sanction. Donc, on avait des difficultés avec des nouveaux syndics qui prenaient place et qui n'avaient pas les archives de la copropriété, que ce soit les comptes bancaires, les différents procès-verbaux d'Assemblée générale. Et ça posait vraiment des difficultés. Alors on va rappeler qu'un syndic était élu pour combien de mandats? 3 ans. 3 ans. Tacite. Non, reconductible. attendez, stop. 3 ans si on ne prévoit pas le délai. Hein, parce ça. que maintenant, la loi Alors, prévoit ça a qu'on est changé, obligé oui. de prévoir le délai. Mais Maintenant, si on c'est un prévoit. an. Voilà. Ça peut être d'un an, de 2 ans ou de 3 ans. Donc, c'est les copropriétaires qui choisissent. Alors, souvent, les copropriétaires viennent nous voir et disent qu'est-ce que fait ils veulent se faire élire pour 3 ans. Non. Voyez un peu ce que vous avez intérêt à faire dans votre copropriété et vous pouvez les lire pour 1 an, pour 2 ans ou pour 3 ans. Donc, ne rentrez pas dans le jeu du syndic. Les contrats de syndic, Voilà. qui, Alors, je ne vous dis pas qu'ils ont tort, les syndicats. Je Je vous dis pas qu'ils ont tort de se faire nommer pour 3 ans, parce que c'est vrai que les actions à longue échéance, souvent, on a besoin d'un peu de temps pour les réaliser. Mais en fait, disons que c'est le choix des copropriétaires en accord avec le conseil syndical et le syndic. Voilà, c'est ça qu'il faut peut-être faire comprendre aux copropriétaires. D'accord. Oui. Et là, donc, là, il n'y a plus de tacite reconduction sur le contrat du syndic. Non, en fait, c'est une mise en concurrence qui est envisagée dans Qui le se texte. fait donc à chaque assemblée. Il y avait une obligation à l'époque de faire cette mise en concurrence. Donc le syndic, si vous voulez, au moment de l'Assemblée générale, tous les 3 ans, devait vous proposer une mise en concurrence, c'est-à-dire proposer des nouveaux contrats de syndic, d'autres prestataires. Et c'est cette obligation, ce délai qui a été supprimé par la réforme. Donc en toute logique, cette mise en concurrence, sauf précision, devrait intervenir désormais tous les ans. Donc, quel est le bénéfice pour les copropriétaires? Le bénéfice, c'est que cette mise en concurrence, finalement, va permettre aux copropriétaires de voir ce que peuvent proposer d'autres syndics avec des prestations, de comparer les prestations qui vont être proposées par les syndics et finalement d'avoir un meilleur éclairage sur la gestion de leur copropriété. Oui. Voilà. C'est assez compliqué, parce qu'il y a quand même dans le contrat type de syndic, j'en ai amené un là de contrat type de syndic, qui a été mis en place d'ailleurs par le gouvernement. Il y a des, si vous voulez, il y a des prestations qui sont comprises dans le forfait et il y a des prestations qui ne sont pas comprises dans le forfait. Et c'est relativement compliqué parce que, quoique ils le disent bien, c'est listé, oui, c'est quand même listé. Tout ce qui est compris dans le forfait est listé, tout ce qui n'est pas compris dans le forfait est également listé. Donc en principe, les copropriétaires devraient s'y retrouver. Mais il y a tellement de particularités dans les copropriétés que c'est très difficile de faire des comparaisons de devis. Donc nous, on aide souvent les gens qui viennent nous voir en comparant les devis. Voilà, tout simplement. En fait, cette mise en concurrence a pour objectif d'impliquer plus le syndic. D'apporter de la et transparence. surtout le conseil syndical. Ouais. Oui. Parce que je vais vous expliquer, à mon avis, la force d'un syndic, c'est d'avoir un bon conseil syndical qui l'épaule et qui l'aide dans toutes ses tâches. Un syndic, il a 36 000 copropriétés à s'occuper, donc il ne peut pas s'en occuper dans le détail de toute la copropriété. Donc il compte sur le conseil syndical, qui eux-mêmes comptent un peu sur les copropriétaires. Donc voilà. Pour expliquer, pour les gens qui ne comprennent pas bien comment est organisée une copropriété, elle est composée de copropriétaires. Ces copropriétaires, ils sont représentés, c'est si vous voulez une personnalité fictive, par le syndicat des copropriétaires, qui existe d'office. Et au sein de ce syndicat des copropriétaires, les copropriétaires ont la faculté d'élire un conseil syndical. Ce conseil syndical va contrôler la gestion qui est faite par le syndic. Donc si vous avez un bon conseil syndical qui va véritablement contrôler la gestion qui va être faite de la copropriété par le syndic, vous allez nécessairement avoir une bonne gestion. Maintenant, si vous avez un conseil syndical qui finalement se désintéresse de la copropriété, le syndic va pouvoir gérer et administrer la copropriété à sa guise. Le fait que cette mesure, pardon Véronique Ripper, mais le fait que cette mesure intervienne, c'est fait partie de la mesure phare de cette réforme de la copropriété, en tout cas en ce qui concerne les syndics. Est-ce à dire que les syndics ne faisaient pas leur travail? Non, je ne pense pas qu'ils faisaient pas. Non, ils faisaient pas. C'est pas qu'on ne faisait pas leur travail. C'est qu'ils ont 36 000 choses à faire, si vous voulez. Donc on a mieux cerné les obligations, on a mieux cadré les obligations, et c'est surtout qu'il faut vraiment qu'il y ait une bonne entente avec le conseil syndical et avec les copropriétaires par derrière. La loi a donné plus de pouvoir au conseil syndical, puisque maintenant on peut lui donner des délégations de pouvoir à la majorité de l'article 24, tout ce qui relève de l'article 24.
Ils peuvent avoir des délégations de pouvoir. Donc, notamment l'action en justice du président voilà, du tout conseil à fait. syndical. Donc, d'où l'intérêt qu'il y ait une bonne... Alors, quand les gens viennent nous voir, je dis, mais attendez, est-ce que votre conseil syndical est bien organisé? Parce qu'il faut s'organiser dans son conseil syndical. S'organiser, ça veut dire quoi? Par exemple, un conseil syndical, généralement, il y a plus de 3 membres. Donc, il y en a un qui s'occupe des comptes. Bon, ils ne connaissent pas beaucoup les comptes, ils viennent nous voir. Nous, on peut savoir l'annexe 1, l'annexe 2, l'annexe 3, ce que ça va comporter, etc. On peut les aider à comprendre ces comptes. On peut même faire des audits de comptabilité. On envoie carrément quelqu'un, des comptables, des anciens comptables, qui vont faire des audits de comptabilité chez les syndics professionnels. Et nous, on fait un audit. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'il y a une série de choses qui peuvent ne pas aller dans les comptes du syndic, mais le syndic, il est content parce qu'il dit, vous faites finalement un tampon entre le conseil syndical qui souvent ne comprend rien et vous qui comprenez. Donc, on met les choses en place ensemble. Et le rôle du conseil syndical est très important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change pour les syndics de copropriété? Alors, il y a notamment cette nouvelle possibilité pour le président, ce que disait Madame Ripper, du conseil syndical. Alors ça, c'est pour le conseil syndical. Sur délégation express, mais surtout, c'est d'engager une action contre le syndic. Donc, avant, ce n'était pas possible. Non, le président du conseil syndical, sur délégation express de l'Assemblée générale des copropriétés, va pouvoir engager une action en cas de carence du syndic. Ouais, enfin, la carence, elle n'est pas évidente. C'est une nouvelle sanction qui va venir s'appliquer. On a ensuite plafonné le montant de l'état daté. Alors, l'état daté, qu'est-ce que c'est? L'état daté, c'est lorsque vous voulez vendre un lot de copropriété. Le syndic va élaborer un document, c'est une photographie, si vous voulez, comptable de ce lot, qui va être transmise au notaire et que le notaire va transmettre au futur acquéreur. Cet état daté, il a posé toute une problématique sur son montant. On avait des montants jusqu'à 1 200 €, des montants à 500 €. C'était assez obscur. Le texte est venu plafonner le montant de l'état daté qui est maintenant à 380 € TTC. Oui, c'est compliqué l'état daté à remplir. C'est que l'article 20 de la loi 65, c'est un document qui est complet, dans lequel on rappelle tout ce qui est dû par le copropriétaire, etc. Donc c'est quand même complet. Alors vous l'avez évoqué, et ce qui change maintenant pour l'Assemblée générale des copropriétaires? Alors, pour l'Assemblée générale des copropriétaires... L'augmentation du nombre de voix? L'augmentation du nombre de voix. On a différents types de majorités en matière de copropriété. Il y a la majorité de l'article 24, c'est la majorité simple, des présents et des représentés. La majorité de l'article 25, qui est une majorité un petit peu plus importante parce que c'est la majorité de tous les copropriétaires. En millième. C'est ça, au millième, évidemment. Ensuite, on avait la double majorité de l'article 26 et l'unanimité. Ce sont les différentes règles de majorité en copropriété. Ce qui a été envisagé notamment, c'est ce qu'on appelle un deuxième vote de rattrapage. C'est-à-dire lorsque on ne va pas parvenir à un vote à la majorité de l'article 25, c'est là que ça devient technique, mais qu'on a recueilli au moins le 2/3 des voix de tous les copropriétaires, on va pouvoir décider à la majorité de l'article 24. On rabaisse la majorité. On procède immédiatement à un nouveau vote. Sauf que cette possibilité, initialement, elle était limitée au vote à la majorité de l'article 25. Le texte va étendre à la majorité, à toutes les majorités, cette faculté du double vote. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des quantums, avec des quantums un petit peu différents, qui va être cette fois-ci de la moitié. Mais en tout cas, ce vote de rattrapage, il va être possible pour toutes les majorités. Le but étant qu'on puisse faire voter en réalité les résolutions de l'Assemblée générale. Il intervient quand ce vote de rattrapage? Immédiatement. Oui, attendez, c'est pour l'article 26 aussi, donc pour les travaux aussi. Attention, ça c'est important. Et c'est assez intéressant parce qu'on a des assemblées générales où finalement on a pas mal de gens qui désertent. Avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris le pli de voter par correspondance, qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et finalement, on arrivait à un certain blocage pour un certain nombre de résolutions qui devaient être votées. Alors, plus la résolution est importante en réalité, plus la majorité requise donc ça concernait notamment des décisions importantes. Le recours à la visioconférence va permettre à tout le monde de participer à ces AGE? Oui, ça va probablement dans les années à venir, ça va être amené. Il n'y a pas obligation. Disons qu'il faut que ce soit voté en Assemblée générale, il faut que les moyens soient votés en Assemblée générale, il faut qu'il y ait des devis, et il faut s'assurer de l'identité aussi des copropriétaires. Donc, c'est pas évident à mettre en place tout ça. Et je sais que les professionnels sont en train de le mettre en place, mais c'est pas encore opérationnel. Mais je pense que dans l'avenir, on va y venir, oui. Ce qui change pour les copropriétés de petite taille? Alors, les copropriétés de petite taille, c'était les grands oubliés. Malheureusement, ce sont des copropriétés souvent de fait. C'est-à-dire, on a une maison
On va la diviser en plusieurs appartements, en 1, 2, 3, 4, 5 lots. À partir du moment où vous avez plusieurs copropriétaires sous un même toit, on est automatiquement dans une copropriété. On avait de vraies difficultés dans la gestion de ces copropriétés qui même souvent étaient dépourvues de syndic, puisque les gens n'avaient pas fait le nécessaire, en réalité ne sachant pas, puisqu'on va avoir un même propriétaire qui va vendre à plusieurs copropriétaires différents. On avait véritablement une source de contentieux dans ces petites copropriétés. Ces petites copropriétés, elles sont composées de maximum 5 lots, c'est important, et elles ne doivent pas avoir une trésorerie qui dépasse 15 000 € sur 3 ans pour rentrer dans le bénéfice de Budget prévisionnel. de ces petites copropriétés. Le texte a permis un certain nombre de dispositions et un assouplissement, en réalité, pour que les gens puissent gérer ces copropriétés. On va pouvoir avoir notamment des consultations écrites, c'est-à-dire que les gens ne vont plus être obligés de se convoquer en assemblée générale, puisque dans certains cas, ils ne sont même que 2. Donc on va avoir notamment une possibilité de consultation écrite. On va avoir finalement des facilités pour le copropriétaire majoritaire qui va pouvoir prendre un certain nombre de décisions sans l'aval du second copropriétaire. Et on va avoir finalement un cadre qu'on n'avait pas jusque-là pour ces petites copropriétés. Donc beaucoup plus simplifié, donc dispense de conseil syndical. De double comptabilité. Oui, Voilà, enfin, de double- je vous interromps parce que c'est vrai, dans ces petites copropriétés, il y a souvent des adhérents qui sont venus nous voir en nous disant mais attention, parce que maintenant, il peut tout faire, le propriétaire majoritaire, quand on n'est que 2. On sait qu'il y a un rabaissement de majorité en principe avant. Il y avait une majorité de blocage qui fait que quand on n'était pas d'accord à 2, on était obligé d'aller au tribunal. Donc c'est vrai que c'était pas génial. Mais là, si vous voulez, à partir du moment où on donne la possibilité à celui qui est majoritaire de prendre des décisions, ils viennent nous voir en nous disant mais alors il peut faire ce qu'il veut, nous on ne pourra rien faire du tout. Alors j'attire quand même leur attention sur le fait que l'abus de majorité, c'est quand même applicable, l'abus de Bien sûr, majorité. et ils peuvent toujours contester l'Assemblée générale dans un délai de 2 mois. Voilà, tout à fait. C'est les copropriétés où il y a le plus de problèmes quand c'est de petites Non, tailles. alors disons qu'il n'y en a pas beaucoup. Des propriétés où il n'y en a que 2, c'est pas énorme. Il y en a, mais c'est pas énorme. Et c'est vrai que les problèmes se posent parce que dès qu'ils s'entendent pas entre eux, c'est le tribunal. Il faut dire ce qu'il en est, et oui, c'est le tribunal. Le texte a prévu 4 dérogations. L'absence de constitution du conseil syndical, la non-tenue de cette comptabilité en partie double, qui est fastidieuse dans ces petites copropriétés, la prise de décision par consultation écrite et la désignation d'un syndic parmi... celle-là, c'est pour les syndics coopératifs, donc c'est un petit peu particulier. C'est particulier, oui. Très compliqué. Il y a une quatrième exception, mais voilà ce qui a été prévu globalement pour ces petits copropriétés. Mesdames, on a fait le tour de cette réforme, on a vu les principaux points. Si vous voulez, si vous êtes propriétaire, bien sûr, sachez que l'UNPI distribue donc à tous ses adhérents ce fascicule. C'est même un... Oui, issu de septembre, justement, c'est justement tous les changements de la copropriété. Voilà, exactement. Celui de septembre, c'est copropriété. Le décret d'application de l'ordonnance du 30 octobre 2019 est paru. Et il est très clair d'ailleurs. Et voilà. C'est difficile. Comment peut-on se procurer faut tout simplement être adhérent. C'est pas très cher. La cotisation est pas très chère. Et à ce moment-là, on distribue le journal. Donc il n'y a pas de difficulté. Alors on a nos locaux donc juste à côté, juste à Toulon. Oui. Et c'est vrai que le siège social est quand même sur Marseille, mais enfin on a une délégation qui est bien présente à Toulon. Véronique Ripper, directrice de l'UNPI 83 et 13, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir éclairé sur cette réforme de la copropriété. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher également d'avocats spécialistes dans le droit de l'immobilier, comme Maître Chaussade qui nous a accompagnés également. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de nous avoir suivis sur Info 83. À bientôt.